Tension énergétique en Europe, urgence climatique, et si les réponses à ces deux crises étaient les mêmes? Nous nous trouvons ici à l'Organisation météorologique mondiale. Nous avons invité une quinzaine d'experts et de décideurs sur les énergies et le climat. Retour sur 2022, une année hors norme. Bienvenue dans Go Solutions Durables. La situation est stable, la sécurité en gaz, en approvisionnement en gaz et en électricité est là. Mais il y a de très nombreux facteurs avec lesquels on doit jouer et que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes. Le micro grésille un peu, mais le message tente d'être clair. Il y a une guerre en Europe, il ne faut jamais oublier. Et avec cette guerre, il y a malheureusement toutes les possibilités qui sont encore ouvertes. « 2022, donc crise énergétique due à la guerre en Ukraine. Quand vous prenez connaissance de ce revirement, l'Europe qui décide de se passer des énergies russes, vous avez senti que c'était comme un choc? Oui, c'est un choc, absolument. Tout d'un coup, les gens se sont aperçus que peut-être cet hiver, il faudra moins chauffer. Et d'ailleurs, on commence à leur dire, faites attention, mettez à 19 degrés. Peut-être qu'ils vont devoir moins se déplacer. Certaines entreprises pensent à se délocaliser pour aller chercher une énergie moins chère. Certains secteurs vont peut-être arrêter de produire. Donc oui, c'est un choc énorme. En même temps, il est salutaire. Généralement, ce sont les plus démunis qui vont en souffrir, puisque les riches trouveront toujours moyen d'accéder à de l'énergie. En fait, elle a un effet sur le porte-monnaie des consommateurs avant tout. C'est surtout là que sont préconisés ces types d'éco-gestes. La température autorisée dans les locaux habitables en cas de mesure de restriction ou d'interdiction a été légèrement augmentée, passant de 19 à 20 degrés. Si vous faites l'impasse aujourd'hui sur 1 degré, c'est qu'il y a encore du gras sur l'os, non? Pourquoi on demande aux gens de la sobriété maintenant? C'est parce qu'on a raté le virage de l'efficience il y a quelques années. Si on avait été efficient il y a quelques années et qu'on avait des maisons bien isolées, des nouveaux chauffages, des nouveaux éclairages, on n'aurait pas besoin aujourd'hui de demander de la sobriété et des sacrifices aux gens. Aujourd'hui, si on devait diminuer notre consommation d'énergie en Suisse, ne serait-ce que de 20 ou 30%, mais ça aurait un impact extrêmement important sur notre qualité de vie. Donc oui, cette abondance, on l'a oubliée et on va devoir l'accepter puisqu'aujourd'hui, on fait face effectivement à une crise énergétique majeure. En début de conflit, on ne savait pas en Suisse combien de réserves on avait. C'est pour ça qu'on a tiré la sonnette d'alarme en disant « pour l'instant, on est approvisionné, mais on ne sait pas comment on va passer l'hiver ». En été, on vend de l'énergie à d'autres pays, en hiver, on en achète. Donc on est dépendant, mais il ne faut pas relancer le nucléaire. Ce n'est pas la solution. Mais par rapport au charbon? Mais par rapport au charbon, développons les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Le nucléaire est une solution. Je ne pense pas qu'il y ait une solution. Pour le climat, nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est définitivement mieux que d'avoir recours au charbon, parce que le nucléaire n'émet quasiment pas de CO2. Nous, par exemple, les Suisses, on a nos barrages, on est un peu l'hydraulique des Alpes. Je pense que l'Europe devrait réfléchir à une souveraineté énergétique complète pour ne plus dépendre de régimes qui, franchement, ne sont pas très fréquentables. Un choc en été, sous le feu des canicules. On se projette probablement vers l'année la plus chaude jamais mesurée en Suisse et dans d'autres pays d'Europe. Nous, en tant qu'humanité, en tant que nos civilisations, nous dépendons entièrement d'une condition climatique stable et nous sommes en train d'avancer de plus en plus loin, en train d'accélérer dans une ère d'instabilité, de réchauffement, mais aussi d'événements très extrêmes. The impact
Ce que l'on constate, c'est que l'impact des catastrophes dues au flux climatique augmente. Et c'est une note de grande inquiétude qu'il s'agisse d'inondations, que ce soit les glaciers qui fondent en particulier, on le voit en Suisse, on est dans un environnement où les risques sont liés et qu'on va payer le prix des manifestations de ce risque en cascade. Le 4 août, Genève a enregistré la température nationale la plus élevée de l'été 2022 avec 38,3 degrés. En plein centre-ville, l'association Active Traffic a relevé des températures beaucoup plus élevées. On a utilisé simplement un thermomètre universel qu'on peut trouver à laser, qu'on peut trouver dans des grandes surfaces de bricolage. Ce qu'on a voulu montrer, c'est une étude tout à fait avec la mesure de moyens tout à fait amateurs, tout simplement c'est ces ordres de grandeur, du simple au double, les chaleurs suivant la végétation ou l'absence de végétation. Et ici, au Paquis, on est dans un quartier qui compte seulement 5% de couverture arborée, 5% de canopée, alors qu'à Champel, c'est 30%. La volonté de mettre des plantes, l'idée, elle est super. La réalité, c'est que quand c'est en certains matériaux, comme le fer là ici, ça emmagasine plus de chaleur et donc en fait c'est probablement un effet qui n'est pas réellement positif, même si bien sûr que pour le bien-être et pour la qualité de vie ici, c'est plus agréable d'avoir des plantes que rien du tout. Les températures les plus élevées, c'était clairement sur les voitures. C'est toujours là qu'on trouve la chaleur la plus importante parce que c'est un matériau qui reflète et qui emmagasine beaucoup la chaleur. Et souvent, elles ont tendance à rester au soleil toute la journée et donc elles montent à des températures qui vont au-delà de 80 degrés. Comment nous constatons un état de situation? Voilà les mesures qui sont prises. C'est ce trajet-là qui doit encore aujourd'hui être expliqué, explicité. Et puis que chacun, selon ses moyens également, fasse un effort pour combattre le réchauffement. Et donc ce qu'on voit par exemple pour le canton de Genève, c'est que d'ici 2050, on pourrait avoir une augmentation de 2,3 degrés en moyenne, température moyenne annuelle, ce qui implique pour les températures estivales une augmentation de 3,5 degrés. Donc on voit que l'augmentation, ce n'est pas linéaire en fonction des saisons, elle est globalement plus marquée pour les températures estivales. Et puis, ça a évidemment des effets sur d'autres phénomènes météorologiques, des sécheresses qui seront plus longues. Pour Genève, par exemple, on va avoir des périodes de sécheresse qui pourront s'allonger de 2 jours l'été. Donc ça paraît rien 2 jours, mais finalement, si on accumule ça tous les ans, ça commence à faire un signal quand même assez impactant. Les villes suisses ne sont qu'un exemple des effets mondiaux de l'urbanisation sur l'exposition intense aux vagues de chaleur. Plus les villes sont minérales, plus la population souffre des canicules. À 130 km de Genève, le problème touche aussi une agglomération 5 fois moins peuplée, Bienne. Alors là, on voit clairement qu'il a perdu la moitié de ses feuilles. Normalement, le bouleau, il a un squelette qui est totalement caché par ses feuilles. Là, on voit toutes les branches, donc c'est déjà un signe qui va mal, qui souffre de la sécheresse. Les extrémités de ces branches n'ont plus de feuilles du tout. Ces branches sont mortes, donc on va devoir prochainement les tailler pour qu'il n'y ait pas de risque de chute. Et dans les années qui viennent, on va devoir le remplacer par une essence qui est mieux adaptée à la sécheresse. On voit qu'elle souffre entre la sécheresse, et pas seulement la sécheresse de cette année, avec l'exception de l'année passée, il y a aussi eu avant des années secs et c'est une cumulation. Et on verra bien comment ça va se développer aussi dans les années à suivre. Dans un parc, un bouleau aura peut-être plus de chances de tenir le coup encore un moment que s'il est en milieu urbain ou au milieu du bitume. Donc on intervient au coup par coup en fonction de l'état de l'arbre. Et le choix des essences, il va se faire, on regarde pour travailler avec des essences indigènes comme l'érable ou le charme par exemple, qui sont assez résistants. Mais on va aussi avoir un œil sur toutes les plantes des régions méditerranéennes. Et là, il y a une jolie palette d'essences comme l'érable de Montpellier ou le chêne, le micocoulier de Provence ou le chêne d'Espagne qui seront parfaitement adaptés à notre milieu en ce moment. Ça a eu des conséquences non seulement sur la population, mais aussi sur l'agriculture, sur la fonte des glaciers, sur tout un tas de composantes de notre environnement. Et effectivement, je pense que ça a été quand même marquant pour une partie de la population. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre de problèmes sanitaires liés à la canicule cet été.
6 mois plus tard, autre ambiance, au bord du lac Léman, on s'apprête à fêter Noël sans excès d'illumination. On applique les consignes qu'on nous impose et qu'on nous donne, c'est-à-dire une restriction de au moins 20% d'énergie, même voire un peu plus. Nous avons la chance, ces 10 dernières années, d'avoir déjà, dans le cadre de notre manifestation, entamé le processus de réduction énergétique sur tout notre marché. Mais le travail qui a été fait en amont et qui nous a permis d'économiser jusqu'à 20 à 30% par rapport à il y a 5-6 ans en arrière est bénéfique aujourd'hui. En plus, nous avons pris très rapidement la décision malheureuse mais obligatoire de ne pas reconduire une patinoire ludique qui en fait n'était pas forcément nécessaire et qui elle-même fait des économies de 20 à 25 voire 30% d'économies énergétiques. À Genève, une pointe de com et d'humour, on pédale pour éclairer son arbre. Mais s'amusera-t-on tout autant si dans quelques semaines, le froid sévit et provoque des coupures de courant? Aujourd'hui, on n'a pas un blackout, on n'a pas la lumière qui s'éteint d'un coup, et puis tout d'un coup, il n'y a plus du tout, par exemple, d'essence dans les pompes ou plus de gaz. On n'en est pas là non plus. On doit accepter une part d'incertitude dans cette crise énergétique parce que justement, on dépend de l'étranger. Et quand on dépend de l'étranger, dans le pays, il y a les politiciens qui vous disent ce qui va se passer, ils mentent parce que personne ne sait réellement ce qui va se passer au niveau international. Donc vous avez menti quand vous avez dit que ça se passerait bien pour cet hiver? Non, j'ai dit que les réserves estimées par la Confédération étaient rassurantes par rapport à l'hiver à venir. Et j'ai donné un chiffre, alors très précis, c'est qu'il y a 87% de chances que ça se passe bien. Mais j'ai aussi insisté sur le fait qu'il y avait 13% de chances qu'on manque quand même d'énergie. Donc au début de la crise, on pensait qu'on allait arriver au blackout assez rapidement. Ce risque-là s'est éloigné sans disparaître complètement. Tout à coup, on se réveille, on se dit tiens, en fait, c'est pas aussi facile que ce qu'on croyait. Alors on a tout mis sur le Covid en se disant ça c'est un problème à court terme, il faut le résoudre tout de suite. Et puis le reste, on se dit ouais, on va y arriver plus tard, on a le temps, alors qu'en fait on n'a pas le temps. Plus le temps d'attendre que tout le parc immobilier fortement émetteur de CO2 se réforme. Il y a des plans, ils ne sont pas appliqués. Au rythme où on va, il faudrait un siècle. Donc on demande à ce que le Conseil fédéral il fasse son job et que d'ici à 2040, il ait rénové le parc immobilier de la Suisse. D'accord. Après, je sais pas si c'est la bonne méthode de surprendre tout le monde, parce qu'il y a des pas de bonne méthode. C'est des mains de technicienne en radiologie. On est le week-end et je ne travaille pas lundi, donc je suis prête à faire les 48 heures maximales de garde à vue. De Berne à Genève, cet automne, les actions se sont multipliées. C'est vraiment de garder son calme, de faire que tout le monde reste calme et respectueux et dans la non-violence. On va subir des catastrophes. Alors c'est bien sûr ma génération, mais c'est aussi les générations suivantes, quoi. On a un risque financier, apparemment. Donc ça peut nous restreindre. Effectivement, j'ai pas des gros revenus, donc c'est ce qui me fait hésiter encore. Je verrai sur le moment si c'est plus fort, si j'ai du courage. Des actions de citoyens suisses, mais pas seulement. 30% du budget de l'association provient d'une organisation basée aux États-Unis. Le Fonds pour l'urgence climatique verse ainsi 4,5 millions à 43 organisations activistes à travers le monde. En Suisse, Renovate Switzerland et Scientist Rebellion en bénéficient. Le mouvement d'Extinction Rebellion, comme aussi le mouvement de la grève climat, ils ont eu les deux leur essor plus ou moins en même temps, leur but c'était très clair, c'était d'amener le réchauffement climatique et l'urgence climatique au devant des esprits et au devant de la politique. Quand vous voyez Renovate Switzerland, qui demande avec un programme très précis de rénover les bâtiments, de moderniser les infrastructures pour consommer moins d'énergie et polluer moins, je trouve admirable. Ça, c'est intelligent. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de mouvements comme Renovate Switzerland ou d'autres qui agissent directement
sur la politique pour dire ces actions précises, il faut les prendre maintenant. Donc dans le cadre Renovate Switzerland, c'est la rénovation des bâtiments. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une alliance avec Renovate Switzerland pour leur amener les preuves qu'on peut rénover. Toutes les crises actuellement sont interconnectées. Les crises actuelles, en particulier la crise énergétique, va certainement encourager une transition plus rapide vers les énergies renouvelables. Objectifs qui sont de 60% de réduction de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et de neutralité carbone d'ici à 2050. C'est encore possible? Vous y croyez encore? Alors je souris parce que c'est un objectif extrêmement ambitieux. Et parfois, j'ai un peu l'impression, je vous l'avoue, que nous n'avons pas encore pris pleinement la mesure de ce que cela veut dire. On a complètement oublié que le type de vie qu'on a aujourd'hui, le mode de vie qu'on a aujourd'hui, repose sur des quantités absolument phénoménales d'énergie, et notamment d'énergie fossile. Puisqu'au niveau global, c'est à peu près 84% de l'énergie qu'on consomme est d'origine fossile, donc charbon, gaz et pétrole. On prend surtout terriblement conscience d'un seul coup de notre dépendance sur le plan des énergies fossiles, la nature des énergies auxquelles on est dépendant, et puis d'autre part sur le fait qu'on est dépendant de pays étrangers, de puissances étrangères qui poursuivent leurs objectifs. Ici le gaz russe, ça aurait pu être le pétrole, il y a le choc pétrolier en 73, donc du coup c'est pas la première fois qu'on a une crise énergétique à cause d'un conflit géopolitique, et ça montre notre fragilité, c'est-à-dire notre dépendance ou notre manque de souveraineté énergétique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'électricité coûte si cher? C'est parce que les producteurs d'électricité, même les producteurs d'électricité renouvelables qui ne coûtent pas cher, sont obligés de la vendre au prix de l'électricité faite par le gaz. Et c'est ça les super profits. C'est le fait que les gens qui ne demandaient pas de vendre leur énergie si cher doivent la vendre si cher. On a joué sur les durées, sur la gestion des risques. On achète des quantités à court terme, on a des contrats à long terme. Là aussi, les contrats à long terme, on me disait à une époque, tu joues pas assez avec le marché. Nous, on a toujours dit, on n'est pas là pour jouer. Eux non plus ne sont pas venus pour jouer, mais ils n'ont pas forcément gagné en crédibilité pour autant. Après 15 jours de négociations, la COP27 de Sharm el-Sheikh sur le climat déçoit et ne parvient toujours pas à tracer une feuille de route contraignante pour obliger les signataires de l'accord de Paris à respecter leur engagement. C'est clair qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire, il faut vraiment faire plus. Donc on voit que, les mesures qui ont été prises jusqu'à présent ne suffisent pas. Il faut prendre conscience qu'on parle vraiment d'un changement de cap fondamental. Et au même titre qu'on a vu ça pour le Covid, quand une crise est considérée comme une crise, on peut agir très vite. Et il faut que ce soit la même chose pour la crise climatique. Nos projections climatiques actuelles montrent qu'effectivement, avec des politiques climatiques ambitieuses, on est avec une hausse de température de l'ordre de 2 à 2,5 degrés d'ici la fin du siècle. Donc effectivement, le 1,5 degré, c'est, je dirais, le bas de la fourchette qui, à ce jour, semble de moins en moins atteignable. Et plus on attend, plus ça va être difficile, peut-être même très bientôt impossible de tenir les engagements de Paris. Le président de fondation qui a l'habitude des COP, qu'est-ce qu'il en dit? Sur le plan de la lutte contre les changements climatiques, ce n'était pas du tout assez ambitieux. On n'a rien eu comme progrès depuis la dernière COP, sur les engagements des pays, sur les buts à atteindre, etc. Et on est toujours complètement off-track pour arriver au 1,5 degré. Et pour l'instant, on est très très loin de ça. On est dans ces négociations très carrées, très formatées des Nations Unies, avec des résultats pitoyables. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a un tel clivage entre ces deux COP que parfois on se disait laissons-les radoter dans leur coin dans les négociations. Vous parlez des États? Oui, oui. Et faisons notre travail, nous, au niveau des fondations, des ONG, du secteur privé et des coalitions de certains États. And we did not have time to really study it. Thank you very much. Déception de la Suisse à la COP27. Déception aussi d'une partie de la Suisse en 2021 quand la loi CO2 portée par Simonetta Sommaruga a été rejetée. Si au niveau mondial et national, les politiques publiques sont timides, la solution locale fait preuve de solidité, comme le plan climat du canton de Genève, qui dresse un cadre pour la neutralité carbone dans tous les domaines. L'État entend également susciter des bonnes pratiques, encourager l'économie circulaire et les circuits courts.
Nous nous trouvons dans un des rares domaines dans lesquels ne pas agir aujourd'hui nous coûterait plus cher demain. La transition écologique est un risque de creuser ces inégalités en fonction de leur vie, de leur activité professionnelle, de leur logement, de leur santé. La santé, c'est la première politique publique qui vient à l'esprit lorsque l'on pense lutte contre le réchauffement climatique. Donc moins de bitume, plus de nature. C'est pas anodin que le Conseil d'État incorporé vienne porter ce message. Mieux intégrer les questions environnementales, les questions liées au climat, dans les programmes scolaires. À l'orée de 2023, les messages se concentrent sur la maîtrise de l'énergie. Un plus pour la mise en œuvre du plan climat, même si l'objectif immédiat reste l'approvisionnement. La Nuit est belle, fondée en 2019, alertait à l'origine sur la pollution lumineuse. Pour sa 3e édition en septembre, l'événement prenait l'allure d'un grand exercice de sobriété. La sobriété réussie, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas une obligation, qui est un choix et qui révèle des choses, par exemple des éléments qu'on a peut-être perdus et auxquels, sans le savoir, on tient énormément. La vue sur les étoiles, une certaine quiétude, une beauté même de la ville de demain. La ville de demain, est-ce que des lumières bling-bling, des écrans publicitaires dans tous les sens, etc., est-ce que c'est la ville qu'on veut demain? Beaucoup de gens se disent, mais finalement non, je veux autre chose. Tout est éclairé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'éclairage public pour voir le paysage, enfin s'orienter, se déplacer, parce qu'il y a un éclairage résiduel extrêmement important, les phares de voiture, les feux de circulation, les feux des trams, les enseignes lumineuses. Donc finalement, si on agrège l'éclairage public et l'éclairage résiduel, eh bien au global, il y a beaucoup trop de lumière. L'éclairage public ne représente que 0,65% de la consommation électrique du canton. Si cette mise en veilleuse se répétait tous les soirs à grande échelle, l'économie d'énergie serait loin d'être anodine. Pour des raisons écologiques ou économiques, le modèle énergétique amorce un virage à 180 degrés. On est très très loin du compte. Aujourd'hui, on est très très loin de la possibilité de dire oui, on est sur la bonne route puisque les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter. Notre consommation de matières premières ne cesse d'augmenter. Donc malgré tous les engagements qui ont été faits au cours des 20 dernières années, tous les paramètres sont dans le rouge et continuent à aller dans le rouge. Donc on n'a pas inversé la tendance. Une grande partie de notre quotidien s'apprête à se transformer. On a tout pour réussir, on a le remède, on a les solutions. Le Covid, on était désemparés au début parce qu'on n'avait pas les traitements, on n'avait pas les vaccins. Là, pour le climat, on a tout. Il suffit de les utiliser. Il suffit d'avoir une dynamique politique et une dynamique industrielle. Quand une crise est considérée comme une crise, on peut agir très vite. Et il faut que ce soit la même chose pour la crise climatique. Il faut dire qu'on a affaire à une crise, il faut des actions très fortes, à court terme. Et donc, ce qu'on a fait jusqu'à présent est vraiment insuffisant. On ne va pas y arriver si on laisse les structures de pouvoir actuelles décider quels sont nos emplois, quels sont nos choix de consommation, etc. Donc, je pense que c'est vraiment une prise de décision citoyenne qu'il faut accompagner cette transformation. Et je suis content que vous posiez la question en montrant la similitude des réponses à avoir pour ces deux crises, parce que d'habitude, les gens croient que c'est contradictoire, que c'est des réponses différentes, alors que c'est vraiment les mêmes réponses. C'est les énergies renouvelables et c'est l'efficience énergétique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on gaspille à peu près les 3/4 de l'énergie qui est produite, simplement avec des infrastructures ou des systèmes qui sont inefficients. Ce n'est pas qu'on fait exprès de les gaspiller, c'est juste que les systèmes les gaspillent. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est moderniser toutes les infrastructures, moderniser tout ce qui consomme de l'énergie, que ce soit les chauffages, les éclairages, les moteurs, les isolations de maisons, etc., de manière à économiser cette énergie. C'est ça l'efficience. L'efficience, c'est quand vous pouvez avoir un meilleur résultat en consommant moins de ressources. C'est ça qui est utile. Et là, on résout une partie de la crise climatique en même temps qu'une partie de la crise due au gaz russe. Les chaudières au fioul et au mazout ne disparaîtront pas du jour au lendemain.
En attendant, il est toujours possible d'éviter les excès. Donc là on arrive sur une installation relativement classique qui a été rénovée il y a quelques années, donc c'est un bâtiment qui ne va pas subir de nouveaux travaux de rénovation. On voit que c'est un bâtiment qui est au mazout, donc ça c'est aussi assez représentatif malheureusement de Genève. On a encore beaucoup de bâtiments qui sont aux énergies fossiles. Et c'est une installation, vu qu'elle a été rénovée dernièrement, dans les 5 à 10 prochaines années, il n'y a rien qui va être entrepris. Et du coup, si on n'installe pas notre système, on va consommer entre 15 et 30% supplémentaires. Donc du coup, c'est là où notre système a de la valeur, c'est qu'on vient le rajouter sur des installations existantes et on vient s'interfacer à ces installations, donc à ce qu'on se trouve sur place. Et grâce à la data, on arrive à aller faire des économies d'énergie et à mieux suivre le bâtiment. Et on a ici un petit bouton qui s'allume en bleu quand on est en optimisation. Là, sur ce bâtiment-là, on est en phase d'observation aujourd'hui. Donc on ne touche pas l'installation, on vient juste relever des données, ce qui nous permet d'alimenter nos algorithmes et de faire en sorte qu'ils comprennent le comportement thermique du bâtiment, donc comment le bâtiment il a besoin d'utiliser son énergie et comment il réagit aux variations climatiques. Et une fois qu'on a une assez bonne compréhension, on enclenche l'optimisation et on vient corriger en fait les réglages de la chaudière pour garantir le meilleur niveau de confort aux gens qui habitent au-dessus en consommant le moins d'énergie possible. Et puis quand l'eau est à 35 degrés, dans les appartements, il fait quelle température? Température normalement entre 20 et 22 degrés. Ça signifie qu'on arrive à faire des économies de 15 à 30% de chauffage sans pour autant devoir baisser en fait les températures. Parce que par exemple, on pense à la ville de Canton qui conseillait de passer à 19 degrés. Exact. On arrive à faire des économies sans baisser le chauffage. Oui, c'est l'objectif, c'est vraiment de garder le comportement thermique actuel. Après, bien sûr, on suit les recommandations du canton, enfin principalement les chauffagistes. Quelles sont les différentes données qui vous permettent in fine de prévoir au plus précis le chauffage des bâtiments? Alors, il y a en gros 3 types de données. Les premiers sont les données statiques, qui sont les données qui sont soit générées par nos équipes donc sur la configuration, la typologie du bâtiment, soit disponibles sur les registres fédéraux par exemple. Ensuite, on a les données de mesure, donc là où on a des équipements qui vont mesurer à intervalles réguliers les données générées par le bâtiment et ses capteurs, et finalement les prédictions météorologiques qu'on collecte pour chacun des bâtiments. Ça aussi, c'est quelque chose d'urgent. Il faut commencer en 2023. Nous avons aussi tout un programme d'économie d'énergie dans nos bâtiments. Nous sommes aujourd'hui en phase test et nous allons également modifier le chauffage de nos bâtiments sans toucher à une diminution, de gérer un peu différemment pour effectivement beaucoup moins consommer en quelque sorte. Les experts nous disent toujours ça va de mal en pis, le climat se réchauffe de plus en plus, et puis tout ce qu'on fait, on a l'impression que ça ne sert à rien. J'aimerais dire que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'au niveau global, au niveau planétaire, on voit que l'humanité peine à infléchir la courbe. Mais si on prend les chiffres du canton de Genève, ces 30 dernières années, par habitant, on a diminué nos émissions carbone de 30%. Actuellement, comme vous le savez, pour beaucoup de choses, on ne prend pas en compte le prix du CO2 émis depuis la production jusqu'au recyclage des éléments. Il faut vraiment qu'on arrive à mettre un prix sur le carbone. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit une taxe ou autre chose, mais il faut que les gens réalisent que quand on utilise quelque chose, et bien derrière, il y a une empreinte carbone qui a un prix. Et ce prix, c'est l'impact sur le changement climatique. Est-ce que vous avez déjà vu le monde politique bouger sans qu'il soit obligé de bouger, sans qu'on le pousse à bouger? Non. L'inertie habituelle du monde politique consiste à garder le statu quo le plus longtemps possible pour ne pas faire de vagues. Maintenant, je pense que les vagues, elles doivent venir de la population, elles doivent venir de manifestants, elles doivent venir d'ONG, elles doivent venir de tous ceux qui savent qu'il faut bouger au niveau des citoyens. Et à ce moment-là, je dirais presque donner un alibi au monde politique pour bouger et changer les choses. Toute crise est toujours une opportunité et les entrepreneurs, les chefs d'entreprise sont toujours disponibles pour ces défis. Maintenant, on va probablement pas pouvoir tout de suite développer par exemple une chaîne de production de panneaux photovoltaïques locaux, je ne vois, parce que la taille du marché n'est pas suffisante. Par contre, il y a toute une série d'activités annexes
qui pourrait être développée à Genève. Je discutais avec une industrielle qui me disait qu'elle avait été sollicitée, par exemple, pour les supports aluminium ou métalliques qui permettent de poser les panneaux solaires. Alors, ça ne va pas être directement la production énergétique, mais c'est aussi de l'activité autour de ces besoins qui peut être développée à Genève. La croissance de la consommation énergétique ne cesse d'augmenter. En fait, les organisations comme l'OCDE prévoient qu'il y aura un doublement de la consommation énergétique mondiale d'ici 2050. Parce que le monde a besoin de plus et plus d'énergie. Comme je disais précédemment, 800 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Donc ces gens-là, si on veut leur donner accès à l'électricité, ça veut dire plus d'énergie. Aujourd'hui, on veut électrifier la mobilité, on veut électrifier les processus industriels. Donc, de facto, si on donne de l'énergie à 8 milliards d'habitants au même niveau que celui de la Suisse, il va falloir des quantités d'énergie phénoménales. Donc, généralement, elles se rajoutent. Et on voit bien dans les pays actuels, lorsqu'on fait des énergies renouvelables, c'est rare qu'elles éliminent directement les énergies fossiles, d'autant plus qu'on en a besoin pour compenser l'intermittence, mais généralement, elles se rajoutent. Et c'est l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas réduit de manière spectaculaire son recours aux énergies fossiles. Et aujourd'hui, elle vit la crise énergétique comme les autres pays, malgré son investissement très important dans les énergies renouvelables. Pays développés, pays en développement, pays en transition, le tournant à prendre doit aller dans la même direction. Mais comment réussir le virage quand la population mondiale augmente ? Le cap des 8 milliards de terriens vient d'être franchi. On m'a pas répondu. Par quoi on commence ? Par quoi on commence ? Alors je disais par quoi on commence des décisions pragmatiques qui pour moi c'est de mettre en place les solutions qui existent. Si je prends par exemple les émissions de gaz à effet de serre de la production électrique, qui est aujourd'hui essentiellement charbon, gaz et pétrole, mais surtout charbon et gaz, on a une technique qui s'appelle le Carbon Capture and Storage, qui existe depuis 20 ans, qui permettent de réduire de 95% les émissions de CO2 en bout de cheminée. Solution défendue par le GIEC. Solution défendue par le GIEC, solution défendue par l'Agence internationale de l'énergie, mais qui ont été combattues par les groupes de pression, par les groupes écologiques, parce que ça donnerait une excuse à continuer à utiliser des énergies fossiles. Alors c'est vrai que si on a des technologies qui permettent de capturer le CO2, on peut se dire finalement pourquoi pas continuer à les utiliser. Mais ça fait 20 ans qu'on a interdit l'utilisation de ces techniques-là, donc ça fait 20 ans que le gaz et le charbon qui émettent à peu près 20 gigatonnes tous les ans de gaz à effet de serre, qu'on n'a pas diminué ça. Alors qu'on a cette possibilité. Aujourd'hui, il y a plus de 600 centrales électriques au charbon et au gaz en construction. Ces centrales-là vont durer 50 ans. Et on a la possibilité d'éviter que le CO2 de ces centrales-là aille dans l'atmosphère. On ne l'a pas fait pour des raisons idéologiques. Donc, pour répondre à votre question, arrêtons les positions idéologiques et venons sur des solutions pragmatiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter très rapidement ces émissions-là ? Le fossé entre ce qu'on fait et ce qu'on devrait faire augmente à chaque minute. Janvier 2020, la militante Greta Thunberg arrive à Davos après un long voyage en train. La détermination des jeunes ne fera qu'augmenter et la pression pour changer va s'accroître. Ils permettent au travail notamment du GIEC, mais au travail plus généralement des scientifiques qui travaillent sur les changements climatiques depuis longtemps, de devenir plus visibles. Enfin, ces jeunes font un travail extraordinairement utile et très important. Des jeunes qui manifestent participent à pousser les gouvernements à agir. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Alors, pas de blabla pour Greta Thunberg, mais un livre, le grand livre du climat. Qu'est-ce qu'on peut en retenir, Lucie ? Alors oui, ce grand livre du climat, grand, c'est le mot, il fait plus de 400 pages. Il est non pas pensé comme un roman qu'on lirait du début à la fin, mais plutôt comme une encyclopédie dans laquelle on irait chercher des informations sur différentes thématiques. Au hasard, le réchauffement des océans, la résistance aux antibiotiques, la décroissance ou par exemple les leçons à tirer de la pandémie. Le but, c'est de vulgariser les enjeux de la crise écologique pour le public, de lui permettre de vraiment se saisir de ces thématiques avec des articles clairs, court et au final accessible à tous. C'est un ouvrage qui est découpé en 5 parties. Il commence par comment fonctionne le climat, la planète change sous nos yeux,
Quels impacts sur l'humanité? Qu'avons-nous fait jusqu'ici? Et il se termine avec ce qu'il faut faire maintenant. 5 parties, comme les tragédies qui sont, elles, découpées en 5 actes. Alors, est-ce que c'est un hasard ou un message subliminal de la part de Greta? Je vous laisse juger, Philippe. Un livre très complet qui a aussi une approche vraiment transversale sur le climat. Absolument, c'est un ouvrage collaboratif. Il réunit près d'une centaine de contributeurs, majoritairement des scientifiques, on s'en doute, mais il y a aussi des journalistes, des militants. Parmi les noms les plus célèbres, on peut citer l'autrice canadienne Naomi Klein, l'économiste Thomas Piketty ou le patron de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. À noter que Greta Thunberg avait quand même versé 100 000 francs à la fondation de l'OMS pour son programme d'égalité à la vaccination. Alors certaines personnes pourraient y voir une communauté d'intérêt, voire peut-être un retour d'ascenseur. Il y a quand même une note positive, constructive. Ça se termine par un manifeste. En conclusion, Greta Thunberg dit « La crise climatique ne peut trouver de solution dans les systèmes actuels, mais cela ne doit pas nous empêcher de commencer à agir dès maintenant ». Elle conclut son ouvrage avec des pistes d'action pour les individus, mais aussi pour les collectivités. Au premier, elle suggère de devenir militant, d'adopter un régime végétal ou encore de moins consommer. Aux collectivités, elle les enjoint de repenser les transports, de se passer des combustibles fossiles ou encore de faire de l'écocide un crime. En dernier lieu, elle appelle les personnes qui ont le plus de visibilité, que ce soit les politiques, les journalistes, les célébrités ou les influenceurs, à utiliser leur voix pour communiquer sur l'urgence climatique. Pendant ce temps, les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître au lieu de régresser. Le taux de CO2 est mesuré en plusieurs points du globe et notamment à la Jungfrau. Cet hiver, Greta Thunberg fête ses 20 ans. À sa naissance, le taux de CO2 était de 375 particules par million. Aujourd'hui, il tutoie la barre des 420. La fonte des glaces polaires est une catastrophe qui contribue à l'élévation inéluctable de la montée des eaux des océans. Et pourtant, ce désastre est observé par des prédateurs. Tant qu'elle est aux mains de pouvoirs qui décident comme ils veulent pour des questions géopolitiques ou des questions économiques. Il y a des gens qui spéculent sur l'énergie aujourd'hui, malheureusement. La convoitise des ressources en hydrocarbures attise les tensions chez les riverains du pôle Nord. La Suisse, considérée comme le 3e pôle en raison de ses glaciers, pourrait jouer un rôle diplomatique. La Russie a la présidence du Conseil d'Arctique pour le moment. Jusqu'à quand? Jusqu'au mai 2023. Et au mai, ils devraient donner leur présidence à la Norvège. Mais c'est un acte symbolique aussi. C'est un acte symbolique et on va voir comment ça se passe. Dans notre siège au Conseil de sécurité qu'on va avoir de 2023-2024, on essaie de pousser pour les bases scientifiques pour prendre des actions politiques. Donc à l'ONU, à New York, la Suisse pourrait faire avancer des idées en ce sens. Tout à fait. C'est ça ce qu'on va essayer. Donc on est tout à fait capable d'être à la table avec les grandes nations. Un travail de longue haleine pour des résultats incertains. Dans l'urgence, comment garantir un accès aux énergies les plus propres possibles à un coût abordable ? Aujourd'hui, on a le pouvoir de développer des énergies locales et on pourra avoir des prix beaucoup plus stables dans la durée et éviter toutes les situations de spéculation. Il faut que chaque source d'énergie puisse être vendue à son prix spécifique. Et comme le solaire, l'éolien, le biogaz, l'hydroélectrique, le nucléaire aussi sont beaucoup moins chers que l'énergie faite avec le gaz, eh bien, ça veut dire que tout le monde se concentrerait là-dessus et les 20% qu'on économiserait, ce serait que du gaz qu'on économiserait. On pourrait se débarrasser de cette partie-là. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en quelques semaines, puisqu'il s'agit de simplement changer notre système énergétique, d'avoir des solutions beaucoup plus efficaces au niveau de la consommation énergétique, d'introduire vraiment un système principalement basé sur les énergies renouvelables. Enfin, il faut vraiment des mesures très importantes qui vont prendre plusieurs années à mettre en place. Donc, je dirais que vraiment, l'alarme doit être sonnée maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir parce que justement, il y en a besoin de plusieurs années pour mettre toutes ces transformations en place. Automne 2022, la Fondation GESDA réunit lors de son sommet les personnalités qui comptent pour promouvoir les solutions globales et mettre en relation la science et la diplomatie.
Le président Cassis fait le déplacement, l'occasion de parler climat avec cette question. Pourquoi le signal scientifique ne donne pas encore lieu à des décisions politiques fortes? On a en Suisse la science parmi la meilleure science de la planète. On a en Suisse parmi la meilleure diplomatie de la planète. Mettons ensemble ces deux éléments, la diplomatie dans le sens large du terme, y inclut la politique et la science, dans la Genève internationale, connue mondialement pour être le centre de la gouvernance internationale, et posons ces questions de manière à ne pas perdre du temps. Au-delà des formules, le président de la Confédération a-t-il vraiment pris connaissance d'une solution présentée comme un rempart à l'effet de serre? Déjouer les radiations solaires en imitant la fumée des volcans. La dispersion de dioxyde de soufre en altitude permettrait de gagner 1 degré de refroidissement. L'idée a de quoi faire bondir. En utilisant des avions, on peut aller dans la stratosphère et là, faire sortir des aérosols qui vont rester dans l'atmosphère, qui vont mélanger dans toute l'atmosphère globale, et ces particules vont refléter un peu plus de soleil dans l'espace. Et comme ça, la planète se refroidit. Qu'il faut essayer de savoir un peu mieux. La chose la plus difficile, ce n'est pas la technique, c'est plutôt la gouvernance. Cette solution pourrait intervenir en dernier recours si le climat s'emballe et que des actions d'urgence doivent être engagées pour faire baisser le thermomètre mondial. On joue aux apprentis sorciers. Il faut que ce soit réversible à très court terme parce qu'on peut voir des effets annexes qui soient imprévus et très dommageables. Donc moi ce que je dis c'est pour le moment la plus extrême prudence est de mise et on n'a pas les éléments actuellement scientifiques pour décider. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais en tout cas pour le moment on n'a pas les éléments pour décider. Soyons prudents. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace. Cette comète fait quelle taille environ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible? Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Je suis désolée. Kate. Ok. L'astronome canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Je parlais de ce film de Netflix dans tout cas, qui met en lumière la frivolité ou la légèreté des médias par rapport au déni climatique, c'est une allégorie dans le film. Là, vous diriez justement que dans la hiérarchie de l'information, aujourd'hui, on n'est pas encore à niveau pour sensibiliser le public, pour informer le public correctement? Il y a d'autres choses qui, si vous voulez, occupent le débat et des choses qui sont, à mon sens, délétères d'un point de vue climatique. Cet effort de désinformation industrielle a été repris par les médias. Chaque fois qu'un de mes collègues climatologues allait sur les plateaux de télé, il fallait qu'il y ait quelqu'un, un climato-sceptique, qui leur fasse face. Et ça, c'était dans les guidelines, par exemple, de la BBC. C'était, s'il y a un scientifique du climat qui parle, il faut qu'il y ait un climato-sceptique aussi sur le plateau. Jusqu'en 2018. C'est seulement en 2018 que ça a été arrêté. Et je pense que cette autocritique du fonctionnement des médias, de la façon dont ils se sont laissés faire et laissés prendre dans le piège du climato-scepticisme, qui est en fait un effort de désinformation industrielle, je pense que cette autocritique-là, elle reste encore à faire. En tant que psychiatre, j'ai appris à parler le langage des gens que je veux convaincre. Et les gens qu'il faut convaincre aujourd'hui, ce n'est pas les écologistes. Les écologistes sont déjà convaincus. Ceux qui vont convaincre, c'est le monde politique, économique, industriel, financier. Et ceux-là, ils ont un langage qui est celui de la création d'emplois et du profit. Et par conséquent, ce que j'essaye de faire, c'est de leur amener des solutions qui leur permettent de protéger l'environnement tout en faisant plus de profit et de créer plus d'emplois. Le Conseil d'État a tout récemment voté, par exemple, 1 milliard de francs d'investissement pour l'assainissement des bâtiments. Quand je parle de ce milliard-là, il en faut 10 fois plus en tout cas pour réaliser l'ensemble des programmes et des projets nécessaires pour transformer notre mode de vie, notre économie. On est sur la bonne route et si on le fait dans les 10, 15, 20 ans,
on réussira le pari de relever le défi de l'urgence climatique et on sera peut-être une des premières régions décarbonées du monde. On prouvera que c'est possible et que c'est indispensable pour les générations futures. Le changement de paradigme prend toujours un certain temps. Il y a une prise de conscience, mais maintenant il faut aller au-delà de la prise de conscience. Il faut vraiment, c'est l'action, c'est de dire ok, j'ai pris conscience de la problématique, je sais que nous avons les solutions et nous avons les solutions, et bien maintenant il faut les mettre en œuvre. Si on réfléchit au monde de 2050, ce sera quoi? Quels sont les pays, les collectivités qui seront prospères en 2050? La réponse est simple. Dans ce monde où il y aura presque plus de pétrole, où la question climatique sera permanente, aura impacté toutes nos vies, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la planète va quand même se réchauffer malgré tous nos efforts. Les pays qui vont le mieux s'en sortir en 2050, c'est les pays qui dépendront le moins des énergies fossiles. Soit cet impact de solidarité climatique au niveau mondial, soit cet impact de suicide collectif. Eh bien moi, clairement, je choisis la solidarité, les efforts, y compris financiers, pour arriver à laisser une planète sur laquelle nos enfants pourront vivre. On peut tout faire en même temps et il faut le faire en fédérant les forces, c'est-à-dire de chercher à atteindre un résultat quelle que soit sa propre idéologie. Les écologistes doivent mettre des composantes économiques, les financiers doivent mettre des composantes écologiques. Le monde politique de gauche et de droite doit se compléter plutôt que de se cliver. Mais sinon, on n'arrivera juste pas à mettre en place les solutions qu'il faut. Il y a encore de nombreuses solutions durables à explorer et adopter dans le domaine de l'énergie et du climat.